Ça a été un long chemin pour arriver à ce sujet de recherche et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Je pourrais donner une réponse rapide, j'ai toujours aimé le Brésil et je me suis toujours intéressée à la caricature, mais c'est pas vrai. Ça a été une évolution assez lente en fait depuis mon parcours, ma formation scolaire, universitaire. Mais je pense qu'il y a eu un moment clé qui a été une année d'échange que j'ai fait en master en Argentine, à l'Université nationale de La Plata, à côté de Buenos Aires. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des dictatures latino-américaines. J'ai eu des cours d'histoire de la dictature en Argentine, des régimes militaires dans le cône sud. Et je me suis intéressée à une revue satirique, à l'époque argentine. Donc j'en ai fait mon premier petit travail de Master 1, mon petit mémoire de Master 1. Et quand je suis rentrée en France, après cette première année de Master, je suis arrivée à Paris. Donc j'ai fait ma deuxième année de master à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Et j'ai rencontré une chercheuse, une universitaire, une professeure brésilienne, Isabel Lustosa, qui a donné un cours sur la dictature militaire au Brésil et qui travaillait beaucoup sur l'humour graphique et la caricature au Brésil. Et c'est elle, en fait, qui m'a donné une certaine impulsion ou le goût, l'intérêt. Elle a suscité mon intérêt pour cette thématique, quoi. Et donc j'ai fait ce travail de master de comparaison Brésil-Argentine. Et à l'issue de ça, je me suis lancée dans un doctorat. Et là, je me suis complètement concentrée sur la dictature militaire brésilienne. Et au début, parce que les sujets de thèse, ça change souvent, ça évolue, au début, je voulais m'intéresser de manière un peu trop ambitieuse à un ensemble de pratiques culturelles contestataires, musique, théâtre, cinéma. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, c'était beaucoup trop vaste pour une seule personne et une seule thèse, et surtout que dans le champ de l'humour graphique et de la caricature, il y avait énormément de choses à faire, énormément de thématiques, énormément de formes, de supports. Donc c'est comme ça que j'ai construit progressivement ce sujet de recherche, consacré à l'humour graphique, à la caricature, au Brésil sous la dictature. Ce qui m'a beaucoup intéressée dans ce travail, c'est d'essayer de déconstruire certains mythes et de ne pas tomber dans une sorte d'héroïsation des dessinateurs et des dessinatrices de presse qui auraient fait tomber la dictature, qui auraient lutté contre la censure. Je me suis beaucoup intéressée à ce mythe de la figure du résistant, parce que dans beaucoup d'entretiens, les dessinateurs, et je m'exprime au masculin parce que c'était majoritairement, presque exclusivement des hommes, beaucoup alimentaient ce mythe de nous étions des résistants, nous occupions une fonction de résistance. Et je me suis beaucoup intéressée à ça, donc en fait à essayer de comprendre de quelle manière le dessin, les productions visuelles et de quelle manière les personnes, les dessinatrices, les dessinateurs, mais aussi les éditrices, les éditeurs, tous les membres d'une rédaction pouvaient ou pas concrètement repousser les limites des interdits, lutter contre les limitations imposées aux libertés individuelles et collectives et donc notamment à la liberté d'expression. Parce que d'une part, je n'étais pas satisfaite par cette espèce de certitude que c'est l'humour graphique qui a fait tomber la dictature. C'est faux, ça n'est pas vrai, pas seulement. Et d'autre part, l'humour c'était une sorte de catharsis, c'était complètement autorisé, c'était toléré par le régime, pas complètement non plus. Et ce que j'ai essayé de montrer à travers l'analyse de toute cette production visuelle, c'est que les dessinatrices et les dessinateurs de presse, sous le régime militaire brésilien, se sont engouffrés dans les brèches de la dictature, se sont engouffrés dans certains espaces d'expression tolérés, autorisé, très contrôlé, très censuré, mais toléré, dans une espèce de zone grise un peu mouvante entre l'interdit et l'autorisé, entre le tout à fait censuré et le complètement autorisé qui passait très bien et qui était publié. Et ce que j'ai essayé donc de montrer, c'est que l'un des moyens par lesquels ils et elles ont réussi à repousser les limites de la censure, c'était depuis l'intérieur de cette zone grise, depuis l'intérieur de cette brèche, à travers l'humour graphique, à travers la satire visuelle, à travers les non-dits, à travers les doubles sens, à travers les blagues visuelles et dessinées, ils et elles ont donc réussi à repousser progressivement les limites de cet espace qui leur était accordé. Je me suis beaucoup intéressée
à la musique contestataire, au théâtre, à la production audiovisuelle à cette période qui est, et ça pourrait paraître paradoxal, mais qui est aussi très riche en termes de production culturelle. Ce qui est assez intéressant, ce dont je me suis rendu compte dans le cours de mon travail, c'est que ces mondes artistiques, ces mondes culturels se côtoyaient, se connaissaient, s'entrecroisaient très souvent. Je pense notamment au journal Paskim, qui est un des journaux les plus connus, les plus célèbres, qui date de cette période, entretenait au sein de la rédaction et dans un travail d'entretien, etc., des contacts, des relations avec des chanteurs, avec des actrices et des acteurs, avec une espèce d'élite du monde culturel de la zone sud de Rio de Janeiro au Brésil. Donc il y a déjà des contacts, il y avait des contacts personnels, il y avait des connaissances en commun, il y avait ce qu'on pourrait appeler pour l'époque des réseaux sociaux, des canaux de connaissances et des canaux de circulation qui existaient entre différents secteurs, différentes pratiques culturelles. Et puis ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu aussi des phénomènes de circulation des messages politiques et contestataires. C'est-à-dire qu'une caricature pouvait reprendre les paroles d'une chanson, ou un film pouvait... je pense notamment à une bande dessinée qui a été publiée dans la seconde moitié des années 70 au Brésil, qui a été reproduite par le titre Versus, qui est une des publications sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, qui reprenait des séances d'un film censuré. Donc il y a beaucoup de jeux, d'aller-retour entre différents types de productions culturelles qui sont ancrées dans la contestation politique sous la dictature au Brésil. Aujourd'hui, les images sont considérées à de nombreux égards comme des sources pour l'histoire, des sources légitimes, des sources importantes, des sources fondamentales, notamment en histoire culturelle, en histoire contemporaine, en histoire des représentations, en histoire des imaginaires. Les images sont des sources fondamentales aux côtés d'autres sources. Cela dit, ça n'a pas toujours été le cas. Et ça fait quelques décennies, disons, que ça se développe beaucoup, ces études et ces travaux sur les images. Mais il est important de mentionner que pendant très longtemps, les sources visuelles, les sources iconographiques n'étaient pas vraiment considérées comme des sources primordiales, comme des sources sérieuses, on pourrait dire, par rapport aux textes, aux documents écrits qui, elles, avaient toutes leurs lettres de noblesse. Cela dit, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on a beaucoup de laboratoires qui s'intéressent à la culture visuelle, on a beaucoup de travaux qui sont consacrés aux images dans toute leur diversité, parce qu'une image, ça peut être 1000 choses. Dans le cas de mon travail, il y a un autre niveau de stigmate, je dirais. Ce ne sont pas n'importe quelles images, ce sont des images humoristiques, des images satiriques, des caricatures, des dessins de presse, des photomontages, souvent très drôles, mais pas forcément considérés comme très sérieux. On peut faire une histoire, alors sérieuse, je ne sais pas, c'est pas forcément mon seul objectif, mais une histoire, une histoire sérieuse, une histoire élaborée, une histoire complexe d'une période donnée, d'un contexte donné, donc dans ce cas-là, le régime militaire au Brésil, à partir des images. Une histoire des images et une histoire à partir des images. Et ensuite, quand on a terminé d'écrire une thèse, on n'a vraiment pas envie de s'y replonger, de la retravailler, cette thèse. Et donc, le projet de publier cet ouvrage, pour moi, c'était fantastique d'avoir la possibilité de le faire. Ça a été vraiment un plaisir et c'est une très grande satisfaction de l'avoir enfin publié, ce livre, d'avoir transformé la thèse en ouvrage. Mais ça n'a pas été facile et c'est un petit peu une sensation de « oh là là, je travaille sur autre chose, j'ai déjà écrit cette thèse, là il faut que je réécrive », enfin que je retravaille en tout cas, parce que finalement ce sont deux objets tout à fait différents. Une thèse doctorale c'est une chose et un livre c'est autre chose. Donc il a fallu tout relire, il a fallu recouper, il a fallu en fait supprimer beaucoup de bagages presque, c'est pas trop scientifique, mais c'est presque superflu pour la publication d'un livre, tout en ne bradant pas le propos. Et je pense que c'est ça la grande difficulté, ce qui est aussi la difficulté de la vulgarisation scientifique et de la communication autour des travaux de la recherche. Mon objectif, c'était que le livre soit à la fois intéressant et accessible pour des spécialistes et pour des gens absolument pas spécialistes, mais qui s'intéressent à la thématique, soit de l'histoire contemporaine brésilienne, soit du dessin de presse et de la caricature, dans un autre contexte, mais qui ne connaissent pas grand-chose à l'histoire du Brésil. Puis il y a eu beaucoup de relectures, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de
Beaucoup d'heures passées sur ce manuscrit. Un choix des images également, parce que ça a été super de pouvoir avoir une centaine d'illustrations en couleur publiées dans l'ouvrage. Pour moi, c'était très très important, on parlait des images à l'instant, que les livres aient beaucoup d'images et que les images soient de bonne qualité, qu'elles soient bien valorisées. À la fois dans ma thèse, je ne sais plus, il y avait peut-être 500 ou 400 ou 500 images et donc on a dû faire une sacrée sélection pour arriver à une centaine d'images. Donc ça a été un long travail. On a commencé les échanges en 2020. Bon après, il y a eu la pandémie, pas mal d'aléas de mon côté, des contrats postdoctoraux, des déménagements, tout un parcours de recherche qu'il fallait aussi que je construise après ma soutenance de thèse. Je m'y suis replongée en 2022. Et je pense qu'on a dû mettre 1 an et demi à peu près de travail pour réussir à la publication de cet ouvrage. Donc ça a été long, mais je pense que ça valait vraiment la peine et tout le travail.